12 mai 1940. 16h30. Crehen, Belgique. Le lieutenant Jean-Marie de Beaucorps, 18 ans, conducteur d'un Saumua A-35 du 2e régiment de cuirassiers, observait à travers son périscope blindé les silhouettes sombres qui avançaient à travers les champs belges. 50 panzers légers de la 4e division blindée allemande, confiants dans leur supériorité numérique, roulaient vers ce qu'ils croyaient être un point faible français. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils fonçaient droit vers 21 chars Hotchkiss H-35 retranchés, soutenus par les canons du 76e régiment d'artillerie. Et derrière cette ligne défensive, prêts à contre-attaquer, attendirent les escadrons de Saumua S-35 du 2e cuirassier. Des chars que les Allemands n'avaient jamais affrontés. Des machines qui allaient réécrire les règles de la guerre blindée. Le blindage du S-35 de Beaucorps mesurait 47 mm à l'avant de la coque et 56 mm sur la tourelle. Les obus de 37 mm des Panzer III allaient rebondir comme des balles de tennis contre un mur de béton. Le canon de 47 mm du Saumua pouvait percer le blindage de n'importe quel char allemand jusqu'à 1000 mètres de distance. À 400 mètres, il pouvait couper un Panzer en deux. Ce qui allait se passer dans les prochaines heures à Hanut changerait à jamais la perception allemande de la puissance blindée française. La bataille la plus importante de chars de la campagne était sur le point de commencer. Les Allemands avaient ri de la lenteur française, de leur tactique désuète, de leur commandement rigide. Mais personne ne riait en voyant un S-35 foncer vers vous avec son blindage épais et son canon mortel. La transformation psychologique était sur le point de débuter. Les mathématiques de la guerre blindée moderne allaient être écrites en acier français et en fierté allemande brisée. Ce que les tankistes allemands découvriraient ce jour-là, c'est qu'avoir plus de chars ne servait à rien si vos obus ne pouvaient pas percer le blindage ennemi, et que toute la confiance du monde s'évaporait quand vous voyiez vos camarades exploser sous les coups d'un char que vous ne pouviez pas détruire. Dagger. La naissance d'un champion. L'histoire du Saumua S-35 avait commencé 6 ans plus tôt, en octobre 1934. La société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie, une filiale de Schneider, avait reçu un contrat pour développer un char de cavalerie révolutionnaire. Les spécifications étaient claires. 13 tonnes de poids, plus de 40 mm de blindage, vitesse supérieure à 30 km/h. Un char capable de résister aux canons anti-chars contemporains tout en conservant la mobilité nécessaire aux divisions légères mécaniques. Les ingénieurs de Saumua avaient accompli l'impossible. En seulement 7 mois, ils avaient construit le premier prototype. Comment avaient-ils réussi si vite? En empruntant l'expérience étrangère. Certains ingénieurs avaient travaillé avec Škoda en Tchécoslovaquie. La suspension et la transmission venaient directement du char léger tchèque LT-35, un des meilleurs de son époque. Mais le véritable génie du S-35 résidait dans son blindage. Pour la première fois au monde, la coque était coulée en 4 sections principales. La tourelle était également en fonte moulée d'une seule pièce. Cette technique permettait des formes arrondies et inclinées qui déviaient les obus ennemis. Le blindage n'était pas seulement épais, il était intelligent. Le canon de 47 mm SA-35 était une merveille d'ingénierie balistique. Avec une vélocité initiale de 662 mètres par seconde pour l'obus perforant, il pouvait percer 40 mm d'acier à 1000 mètres. En 1940, aucun char allemand ne possédait un blindage aussi épais. Le Panzer III, la fierté de la Panzerwaffe, n'avait que 30 mm de blindage frontal. Le Panzer IV en avait à peine plus. Le moteur Saumua V8 développait 190 chevaux. Ce n'était pas le plus puissant, mais c'était suffisant pour propulser les 19 tonnes du char à une vitesse maximale de 40 km/h sur route. Plus important encore,
Le rapport poids-puissance permettait une accélération et une manœuvrabilité excellentes pour un char moyen. Mais comme toute machine révolutionnaire, le S-35 avait ses défauts. Le commandant de char devait assumer 3 rôles simultanément: commander le véhicule, viser le canon et charger les obus. C'était physiquement épuisant et tactiquement limitant. La tourelle n'avait pas de trappe de commandant, forçant l'officier à se tenir debout, exposé, pour observer le champ de bataille. Le problème le plus grave était les radios. Les postes ER-28 n'étaient pas produits en quantité suffisante. Seulement un char sur 5 en était équipé, typiquement les chars de commandement d'escadron. Cette lacune allait handicaper sévèrement la coordination tactique française. Malgré ses défauts, le Saumua S-35 était universellement reconnu comme un des meilleurs chars moyens du monde en 1940. Les observateurs militaires britanniques et américains l'admiraient ouvertement. Même les Allemands, après l'avoir combattu, reconnaissaient sa supériorité technique. La production avait débuté en mars 1936. Mais elle était lente et coûteuse. Le moulage complexe du blindage nécessitait 18 sous-traitants différents. Chaque char coûtait une fortune. Le haut commandement français limitait volontairement la production à 100 chars par an entre 1938 et 1939, bien que Saumua puisse en produire davantage. En septembre 1939, quand la guerre éclata, seulement 246 S-35 avaient été livrés. En mai 1940, lors de l'invasion allemande, ce nombre atteignait à peine 288 chars en service actif. 430 seraient construits au total avant que la production ne s'arrête avec la chute de la France. Ces chars équipaient les divisions légères mécaniques, les unités d'élite de la cavalerie française. La première, deuxième et troisième DLM possédaient chacune environ 80 S-35, organisés en escadrons de 44 chars. Ces divisions étaient la fierté de l'armée française, l'équivalent des Panzerdivisionen allemandes. Le lieutenant Henri de la Falaise du 7e-12e Lancier enregistra l'attitude des équipages français à la veille de l'invasion. Ils allaient donner aux Boches un coup de pied au visage dont ils se souviendraient et qui les renverrait chez eux. Cette confiance n'était pas de l'arrogance. Elle était fondée sur la certitude de posséder le meilleur char du champ de bataille. La tempête arrive. 10 mai 1940, 5h30 du matin. Les Allemands déclenchèrent Fallgelb, l'opération jaune. 62 divisions de la Wehrmacht franchirent simultanément les frontières belges, néerlandaises et luxembourgeoises. Le général Maurice Gamelin, commandant suprême allié, croyait que les Allemands répétaient leur plan de la Première Guerre mondiale, une attaque massive à travers la Belgique. Il avait tort. L'attaque belge était une feinte brillante. La véritable offensive allemande viendrait par les Ardennes, considérée infranchissable par les planificateurs français. Mais Gamelin, convaincu de son analyse, ordonna à ses meilleures unités mécanisées de foncer en Belgique pour établir une ligne défensive près de Gembloux. Le corps de cavalerie français, commandé par le général René Prioux, reçut une mission cruciale. Ses 2e et 3e divisions légères mécaniques devaient avancer rapidement vers le troué de Gembloux et retarder l'avance allemande pendant que l'infanterie française établissait ses positions défensives. C'était exactement le type de mission pour lequel les S-35 avaient été conçus. Les 2 DLM possédaient ensemble 520 chars, 176 Saumua S-35, 172 Hotchkiss H-35, 66 AMR-35, plus 88 automitrailleuses Panhard 178. C'était une force blindée formidable, équivalent à 2 Panzerdivisionen allemandes en nombre de véhicules. Mais les Allemands approchaient avec une force encore plus importante. Le 16e corps motorisé du général Erich Höppner comprenait les 3e et 4e divisions Panzer. Ensemble, elles alignaient environ 623 chars.
La plupart étaient des Panzer A et II légers, armés seulement de mitrailleuses ou de canons de 20 mm. Mais parmi eux se trouvaient les nouveaux Panzer III avec leurs canons de 37 mm et les Panzer K avec leurs canons de 75 mm à courte portée. Le 11 mai, les divisions françaises traversèrent la frontière belge. Jean-Marie de Beaucorps, le jeune conducteur de S-35, décrivit plus tard le voyage. En traversant les villes et villages, la population nous acclamait et nous lançait des paquets de cigarettes, des gâteaux et du chocolat, même des bouteilles de vin et de bière que nous attrapions au vol du haut du char. Les Français pensaient marcher vers une victoire facile. Leurs chars étaient supérieurs. Leur artillerie était excellente. Ils avaient toutes les raisons d'être confiants. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Allemands ne prévoyaient pas de combattre selon les règles françaises. Les DLM françaises établirent leur position défensive autour de la petite ville de Hanut. Le général Priou déploya ses forces de manière traditionnelle, créant des points forts au carrefour critique. Les chars s'enterraient dans des positions préparées, attendant l'attaque allemande. C'était la doctrine française classique, défendre depuis des positions fortifiées, utiliser l'artillerie pour affaiblir l'ennemi, puis contre-attaquer avec les chars de réserve. Pendant ce temps, les panzers de Hoppner fonçaient vers le nord. Leur mission était simple, fixer les meilleures unités françaises en Belgique pendant que l'attaque principale à travers les Ardennes se développait au sud. Si les Allemands pouvaient retenir le corps de cavalerie français à Hanut, ils empêcheraient ces forces de renforcer la ligne de la Meuse. Le 12 mai au matin, les premiers contacts eurent lieu. Des escarmouches entre reconnaissance allemande et avant-postes français révélèrent les positions ennemies. Les commandants allemands étaient surpris. Ils s'attendaient à trouver des unités françaises dispersées en retraite. Au lieu de cela, ils découvraient des positions défensives solides, occupées par de l'artillerie lourde et des chars inconnus. Drucker, le choc de l'acier. 16 heures. La 4e division Panzer lança son attaque principale au sud de Hanut, visant les villages de Merdorp et Branchon. C'était un assaut classique de la Blitzkrieg. Les panzers avançaient en vagues successives, soutenus par l'artillerie et les bombardiers Stuka, qui plongeaient en hurlant sur les positions françaises. Les Saumua S-35 de la 3e DLM attendaient, moteur éteint pour économiser le carburant, camouflés dans les vergers et derrière les haies. Les équipages pouvaient entendre le rugissement des moteurs Maybach des panzers qui approchaient. Ils pouvaient voir la poussière soulevée par les chenilles. Puis les premiers chars allemands apparurent. Les Panzer III et IV menèrent l'attaque, leurs silhouettes anguleuses facilement reconnaissables. Derrière eux venaient les essaims de Panzerpyramide II, petits chars légers qui dépendaient de leur nombre et de leur vitesse. Les commandants allemands étaient confiants. Ils avaient balayé la Pologne en quelques semaines. Ils s'attendaient au même résultat ici. À 600 mètres, les Saumua ouvrirent le feu. Le rugissement des canons de 47 mm déchira l'air. Les premiers obus perforants frappèrent les panzers de plein fouet. À cette distance, contre le blindage de 30 mm des chars allemands, les projectiles français ne ralentissaient même pas. Ils percèrent le blindage frontal, traversèrent l'habitacle, sortirent par l'arrière dans une gerbe de métal et de flammes. L'Oberleutnant Hans Müller, de la 35e régiment Panzer, décrivit plus tard dans son journal de guerre ce qui s'était passé. Nous avancions en formation standard, confiants dans notre supériorité tactique. Puis, le monde explosa. Schmitt dans le Panzer devant moi a simplement disparu. Pas détruit, vaporisé. La tourelle s'est séparée de la coque et a volé dans les airs comme un jouet lancé par un enfant. Le tir suivant a touché Werner. Son char a brûlé si vite que personne n'a pu s'échapper. Les tankistes allemands découvraient la différence entre combattre des chars polonais avec leur blindage de 15 mm et affronter des S-35 avec leur protection de 47 mm. Leurs canons de 37 mm tiraient. Les obus rebondissaient sur le blindage incliné des Saumua en émettant un clang métallique qui résonnait à l'intérieur des chars français mais ne causait aucun dommage. À 400 mètres,
Les S-35 passèrent en tir rapide. Un char bien entraîné pouvait tirer 6 coups par minute. Avec les munitions perforantes de haute qualité française, chaque coup à cette distance était une destruction garantie. Les Panzers s'embrasaient un par un, leurs équipages tentant désespérément de s'extraire des épaves en flammes. Puis vint le contre-attaque qui terrorisa les Allemands. Un escadron de S-35 sortit de ses positions camouflées et chargea vers les lignes allemandes. Ces chars de 19 tonnes fonçaient à 40 km/h, tirant en mouvement, leurs chenilles dévorant le terrain belge. Le Feldwebel Kurt Zimmermann, survivant de l'attaque, témoigna après sa capture. Nous pensions qu'ils resteraient dans leur position. C'est ce que les Français font toujours. Puis nous les avons vus charger. Ces monstres blindés qui fonçaient vers nous en tirant. Nos canons ne pouvaient pas les arrêter. Nous avons touché un char français 20 fois, peut-être 30. Il continuait d'avancer. Notre seule option était de fuir ou mourir. À Crehen, un peloton de 5 S-35 détruisit 4 chars allemands et une batterie complète de canons antichars de 37 mm. Les artilleurs allemands tirèrent à bout, portant moins de 100 mètres. Les obus frappaient le blindage des Saumua dans un déluge de métal. Mais le blindage tenait. 47 mm d'acier de haute qualité, coulés en formes arrondies, déviaient ou absorbaient chaque impact. Un autre peloton de S-35 détruisit le char du colonel Eberbach près de Tignes. Le colonel survécut miraculeusement, mais son char était une épave fumante. L'attaque allemande, qui devait percer les lignes françaises en quelques heures, s'était transformée en massacre. Au crépuscule, les Allemands tentèrent une nouvelle attaque. Cette fois, ils concentrèrent leur Panzer IV, les seuls chars capables théoriquement de menacer les S-35. Mais les Français étaient prêts. Une contre-attaque de Saumua brisa l'offensive allemande et força les Panzers à se replier. Des témoins oculaires rapportèrent que certains S-35 avaient reçu entre 20 et 40 impacts directs de canons de 20 et 37 mm. Après la bataille, les équipages inspectèrent leurs chars. Le blindage montrait les marques d'impact, des bosses, des éraflures. Mais pas un seul trou, pas une seule perforation. Le blindage avait tenu. Jean-Marie de Beaucorps décrivit sa première expérience du combat aérien ce même jour. Les avions se sont approchés en formation serrée. Nous avons immédiatement accéléré et dispersé. J'ai fermé mon écoutille blindée. Les avions sont arrivés. Ils vont nous bombarder. Mais non, ils ont basculé dans le ciel comme s'ils avaient été touchés et ont plongé vers le sol. Il y avait un son lugubre, un long cri combiné au grondement de leur moteur. J'avais l'impression qu'ils allaient plonger sur ma tête. Puis il y a eu des explosions qui donnaient l'impression que le monde entier était projeté en l'air. C'étaient les bombardiers Stuka. Leur cri terrifiant était devenu la signature sonore de la Blitzkrieg. Mais contre les chars bien dispersés et en mouvement, leur efficacité était limitée. Les bombes créaient d'immenses cratères, mais manquaient souvent leur cible mobile. La nuit tomba sur un champ de bataille jonché d'épaves en flammes. La plupart étaient allemandes. Le premier jour de la plus grande bataille de chars de la campagne s'était terminé par une victoire tactique française. Les Saumua S-35 avaient prouvé leur supériorité sur tout ce que les Allemands pouvaient leur opposer. L'excellence tactique contre la supériorité matérielle, 13 mai. Les Allemands changèrent de tactique. Ils avaient appris douloureusement que des attaques frontales contre des S-35 en position équivalaient à un suicide. Le général Hoepner ordonna une approche différente. Utiliser la mobilité pour contourner les positions françaises, concentrer une force écrasante sur un seul point faible, et surtout utiliser les Stuka et l'artillerie pour neutraliser les chars français avant que les Panzers ne s'approchent. À Tisne, les Allemands lancèrent une attaque soigneusement coordonnée. L'infanterie motorisée avança en premier, appuyée par l'artillerie. Les bombardiers Stuka pilonnèrent les positions françaises dans un déluge de bombes et de tirs de mitrailleuses. Puis, seulement après avoir saturé la zone de feu, les Panzers attaquèrent.
Cette fois, les Français étaient dispersés. La doctrine rigide du haut commandement exigeait que les chars restent liés à des points forts spécifiques. Quand les Allemands contournaient ces positions, les commandants français ne pouvaient pas réagir rapidement sans ordres explicites du quartier général, et les radios, qui manquaient à 4 chars sur 5, rendaient la coordination presque impossible. Les escadrons de S-35 combattaient brillamment là où ils se trouvaient, mais ils combattaient isolés, chaque position défendant seule contre des forces allemandes qui pouvaient concentrer leurs attaques. C'était exactement le scénario que la Blitzkrieg exploitait: isoler et détruire les forces ennemies pièce par pièce, peu importe leur qualité individuelle. À Merdorp, une section de S-35 fut encerclée par les Panzers. Les chars français se battirent jusqu'à épuisement de leurs munitions. Puis, sans carburant ni obus, les équipages furent forcés de détruire leurs propres chars et de s'échapper à pied. 3 SOMUA magnifiques, qui auraient pu continuer à combattre pendant des semaines avec un ravitaillement approprié, furent perdus non pas à cause de l'ennemi, mais à cause de la logistique défaillante. Le capitaine de Ségonzac du 4e régiment de cuirassiers témoigna: « Nous avions les meilleurs chars du champ de bataille. Nous avions des équipages courageux et bien entraînés. Mais nous ne pouvions pas communiquer entre nous. Nous ne recevions pas de carburant à temps. Les munitions étaient rationnées, alors que nous en avions besoin immédiatement. Pendant ce temps, les Allemands coordonnaient leurs attaques par radio, se ravitaillaient rapidement et manœuvraient comme une machine bien huilée. La différence n'était pas dans les chars, elle était dans le système. Les Allemands avaient créé une doctrine qui intégrait les chars, l'infanterie, l'artillerie et l'aviation en une seule force coordonnée. Chaque commandant de Panzer avait une radio. Chaque unité pouvait demander un appui aérien en quelques minutes. La logistique suivait les unités de combat, assurant un ravitaillement constant. Les Français, en revanche, combattaient selon des plans rigides établis avant la bataille. Quand ces plans échouaient face à la réalité changeante du combat, les commandants n'avaient pas l'autonomie de s'adapter. Ils devaient attendre les ordres. Et sans radio, ces ordres arrivaient trop tard, ou pas du tout. Pourtant, malgré ces handicaps écrasants, les S-35 continuaient à infliger des pertes terribles. À chaque engagement direct, les chars français dominaient. Les équipages allemands développaient une peur viscérale de ces machines blindées françaises. Quand des SOMUA étaient signalés, les Panzers évitaient le combat direct et appelaient les Stukas. Le 14 mai, les Allemands avaient perdu 160 chars. C'était un désastre selon les standards de la Blitzkrieg. Mais 49 seulement étaient détruits au-delà de toute réparation. Les autres, endommagés mais récupérables, furent rapidement réparés par les équipes de maintenance allemandes qui contrôlèrent le champ de bataille. Les Français, forcés de se replier vers la 2e ligne défensive, abandonnèrent le terrain. Ils laissèrent derrière eux les chars endommagés qui auraient pu être réparés. Au total, le corps de cavalerie perdit 121 chars. Beaucoup auraient pu être sauvés si les Français avaient maintenu le contrôle du champ de bataille. C'était la tragédie du S-35. Techniquement supérieur, il était gaspillé par une doctrine stratégique obsolète et une logistique défaillante. Les équipages connaissaient la vérité. Leurs chars pouvaient battre n'importe quel panzer dans un combat loyal. Mais la guerre moderne n'était pas une série de duels chevaleresques. C'était une question de système, de coordination et de logistique. Durchsatzer, la réalité allemande. Dans les bunkers du haut commandement allemand, l'analyse de la bataille de Hanut provoqua un choc profond. Le général-major Rudolf Weyl, commandant de la 2e division Panzer, rédigea un rapport détaillé qui montait jusqu'à Hitler lui-même. Le char français SOMUA S-35 représente une menace grave pour nos opérations blindées, écrivait-il. Son blindage ne peut être pénétré par nos canons de 37 mm à des distances de combat normales. Son canon de 47 mm détruit nos Panzer III et IV avec une facilité alarmante. Si les Français possédaient ces chars en plus grand nombre et les employaient avec une doctrine moderne, ils pourraient arrêter notre offensive.
Les équipages allemands qui avaient combattu à Hanut partageaient cette évaluation. Le Feldwebel Ernst Wagner écrivit dans son journal « Nous avons touché un Saumua 27 fois avec notre 37 mm. 27 fois. Les obus rebondissaient comme des cailloux contre un mur. Puis, il a tiré une fois. Notre Panzer s'est transformé en enfer. 3 de mes camarades sont morts instantanément. J'ai eu de la chance d'échapper aux flammes. » Les rapports de renseignement allemands commencèrent à compiler des données techniques sur le S-35. Blindage frontal de coque, 47 mm. Blindage de tourelle, 40 à 56 mm selon l'endroit. Canon de 47 mm avec munitions perforantes capable de percer 40 mm à 1000 mètres. Vitesse maximale, 40 km/h. Autonomie, 230 km. Le rapport concluait « Le Saumua S-35 est supérieur à nos Panzer III en blindage, armement et mobilité. Notre seul avantage tactique réside dans la coordination radio, la doctrine d'emploi et le soutien aérien. » Cette évaluation honnête révélait une vérité inconfortable pour le haut commandement allemand. Leur victoire à Hanut n'était pas due à la supériorité de leurs chars. Elle était due à une meilleure organisation, une meilleure communication et une meilleure coordination entre les armes. Si les Français apprenaient ces leçons et adaptaient leur doctrine, l'offensive allemande pourrait s'arrêter net. Heureusement pour l'Allemagne, le haut commandement français ne tira pas ces leçons. Au lieu d'analyser froidement ce qui avait fonctionné et ce qui avait échoué, ils se concentrèrent sur le résultat stratégique. Hanut était considéré comme une défaite parce que les Français s'étaient repliés. Le fait que leurs chars avaient dominé dans chaque engagement direct fut largement ignoré. Les Allemands, en revanche, apprirent tout ce qu'ils pouvaient. Ils récupérèrent plusieurs S-35 endommagés et les envoyèrent en Allemagne pour analyse. Les ingénieurs mesurèrent le blindage, testèrent différentes munitions contre lui, démontèrent le canon pour comprendre sa supériorité balistique. Ils découvrirent que le blindage coulé du S-35 était de qualité exceptionnelle. Homogène, sans faiblesse structurelle, correctement incliné pour maximiser la protection. Le processus de coulage en 4 sections permettait des formes optimales pour dévier les projectiles. C'était de l'ingénierie de première classe. Le canon, de 47 mm et sa 35, impressionna particulièrement les techniciens allemands. Sa chambre de combustion et son tube étaient usinés avec une précision qui surpassait les standards allemands de l'époque. La munition perforante utilisait un noyau en tungstène qui pénétrait le blindage avec une efficacité dévastatrice. L'agonie française. 17 mai. Pendant que les analyses allemandes progressaient, le colonel Charles de Gaulle lançait une contre-offensive désespérée à Montcornet avec sa 4e division cuirassée de réserve. Cette division incluait de nombreux S-35, ainsi que des chars B-1 bis, les chars lourds français encore plus puissants que les Saumua. L'attaque initiale réussit. Les chars français percèrent les lignes allemandes, détruisirent des positions de ravitaillement et capturèrent des centaines de prisonniers. Les S-35 et les B-1 bis écrasèrent tout devant eux. Aucun char allemand ne pouvait les arrêter dans un combat direct. Puis vint la riposte. La Luftwaffe arriva en masse. Les bombardiers Stuka plongèrent sur les chars français isolés. L'artillerie de campagne allemande, y compris les redoutables canons de 88 mm utilisés pour la première fois dans un rôle anti-char, ouvrit le feu. Ces canons anti-aériens géants, avec leurs obus perforants, pouvaient percer même le blindage des S-35 à longue distance. Sans soutien aérien adéquat, sans infanterie pour protéger les chars contre l'artillerie, et avec une logistique qui ne suivait pas le rythme de l'avance, l'attaque de Gaulle s'arrêta. De nombreux S-35 furent abandonnés, non pas détruits par l'ennemi, mais immobilisés par manque de carburant et de munitions. C'était la même histoire qui se répétait à travers toute la France. Les chars français, techniquement supérieurs, étaient gaspillés par une stratégie et une logistique défaillantes.
Les équipages combattaient avec courage et compétence. Mais le courage ne pouvait pas compenser l'absence de carburant. La compétence ne servait à rien sans munitions. Fin mai, les derniers S-35 combattaient pour couvrir l'évacuation de Dunkerque. Le lieutenant de Vandières commandait le 3e escadron du 4e régiment de cuirassiers. Son unité était entrée en Belgique avec 44 S-35. Le 29 mai, il lui en restait 20. Le 3 juin à midi, il ne restait que 3 Saumua S-35 opérationnels du 4e régiment de cuirassiers. 3 chars sur 80 qui avaient commencé la campagne 24 jours plus tôt. La plupart n'avaient pas été détruits au combat. Ils avaient été abandonnés faute de carburant, de munitions ou de pièces de rechange. Les Allemands, comprenant la valeur de ces machines, récupérèrent systématiquement les S-35 abandonnés. Selon certaines sources, 297 Saumua furent capturés. C'était presque 70% de la production totale. Renaissance allemande. L'ironie était cruelle. Les chars que les Français avaient mal employés allaient servir l'Allemagne pendant des années. Le 10 décembre 1940, le 201e régiment Panzer fut formé avec 118 chars français capturés. 36 étaient des S-35. Le reste était composé de chars Hotchkiss. Les Allemands apportèrent des modifications immédiates. Ils coupèrent le haut de la coupole et installèrent une trappe de commandant simple. Cela donnait enfin aux chefs de char la visibilité qu'ils méritaient. Ils équipèrent tous les chars de radio, éliminant le handicap mortel qui avait paralysé les formations françaises. Sous la désignation Panzerkampfwagen 35 S-739F, le F indiquant leur origine française, les 135 servirent sur tous les fronts. Ils combattirent en France, occupée contre la résistance. Ils allèrent en Yougoslavie traquer les partisans. 32 furent donnés à l'Italie en 1941. 6 allèrent en Bulgarie en 1943. 2 en Hongrie en 1942. Le front de l'Est vit le déploiement le plus important. Quand l'Allemagne attaqua l'Union soviétique le 22 juin 1941, des S-35 participèrent à l'opération Barbarossa. 3 chars du train blindé. Numéro 28 furent utilisés dans l'attaque de la forteresse de Brest. Ils furent tous les 3 détruits par des grenades et des canons anti-aériens soviétiques près de la porte nord. Mais d'autres S-35 allemands combattirent avec succès en Russie. Leur blindage épais les protégeait contre les canons anti-chars soviétiques de 45 mm. Leurs canons de 47 mm pouvaient détruire les T-26 et BT-7 soviétiques avec facilité. Dans les mains d'équipages allemands bien entraînés et bien coordonnés, les Saumua prouvèrent leur valeur. En décembre 1944, les Allemands listaient encore 12 S-35 en service actif. Après plus de 4 ans de guerre, ces chars français continuaient à combattre. C'était un témoignage de leur robustesse et de leur qualité de construction. L'histoire vient de boucler la boucle en 1944. Après la libération, le 13e régiment de dragons fut reformé avec du matériel français récupéré, incluant 17 S-35. En avril 1945, des soldats français utilisèrent des chars Saumua dans l'attaque de l'île d'Oléron tenue par les Allemands. Les mêmes chars qui avaient été conçus pour défendre la France, abandonnés en 40, utilisés par l'ennemi pendant 4 ans, revenaient enfin libérer leur patrie. Quebois, le verdict de l'histoire. Les statistiques racontent une histoire claire. En combat direct, char contre char, le Saumua S-35 dominait tout ce que l'Allemagne possédait en mai 1940. Son blindage était impénétrable pour les canons de 37 mm allemands à distance de combat normale. Son canon de 47 mm perçait n'importe quel Panzer à 1000 mètres. À Hanout, les Français infligèrent 160 destructions de chars allemands. Les Allemands n'en réparèrent que 111. 49 étaient des pertes totales. Les Français perdirent 121 chars.
Mais le champ de bataille resta aux mains allemandes, permettant la récupération et la réparation de leurs véhicules endommagés. C'était le paradoxe du S-35. Supérieur dans chaque engagement tactique, il fut vaincu stratégiquement. Les équipages français savaient qu'ils possédaient le meilleur char. Les Allemands qui les combattaient le savaient aussi. Mais cela ne changea pas le résultat de la campagne. Le problème n'était pas le char, c'était le système dans lequel il opérait. La doctrine française traitait les chars comme des armes défensives liées à l'infanterie. Les Allemands les utilisaient comme une force offensive indépendante, coordonnée avec l'aviation et l'artillerie. La doctrine française exigeait une planification rigide et une exécution méthodique. Les Allemands encourageaient l'initiative individuelle et l'adaptation rapide. La logistique française était lente et bureaucratique. La logistique allemande suivait les unités de combat et assurait un ravitaillement constant. Surtout, les radios faisaient la différence. Chaque Panzer possédait une radio. Les commandants allemands pouvaient coordonner leurs mouvements en temps réel, concentrer leurs forces au point décisif, demander un appui aérien en quelques minutes. Les Français, avec seulement un char sur 5 équipés de radio, combattaient aveugles et sourds. Les témoignages d'après-guerre des deux côtés confirment cette analyse. Le général-major Hermann Balck, un des plus brillants commandants de Panzer, écrivit « Les chars français de 40 étaient supérieurs aux nôtres en blindage et armement. Mais ils combattaient selon une doctrine de la Première Guerre mondiale. Nous avons gagné non pas parce que nos chars étaient meilleurs, mais parce que notre système était meilleur. Le lieutenant de la Falaise français était plus direct. Nous avions les meilleurs chars. Nous les avons perdus par incompétence au niveau du commandement. Nos généraux ne comprenaient pas la guerre moderne. Ils nous ont envoyés combattre comme si nous étions de la cavalerie en 1870, pas une force blindée en 1940. L'oberste Hans-Jürgen von Arnim, qui commanda plus tard le corps d'Afrique, admit « Le Saumua était le meilleur char moyen de 40. Si les Français l'avaient employé correctement, avec une doctrine moderne et une logistique efficace, il aurait arrêté notre offensive. Nous avons eu beaucoup de chance que leur haut commandement soit si incompétent. » L'héritage. Le Saumua S-35 reste un des chars les plus controversés de l'histoire militaire. D'un côté, il représente l'excellence de l'ingénierie française. D'un autre, il symbolise l'échec tragique de la doctrine militaire française. Les historiens débattent encore de ce qui serait arrivé si les 430 S-35 avaient été concentrés en une seule formation puissante, avec des radios pour tous les chars, une logistique moderne et l'autonomie tactique pour les commandants. Auraient-ils pu arrêter la Blitzkrieg? Probablement pas seuls. Mais ils auraient certainement causé des pertes massives et retardé l'avance allemande. Ce qui n'est pas débattable, c'est la qualité du char lui-même. Chaque expert militaire qui l'a étudié le classe parmi les meilleurs chars moyens de 1940. Son blindage, son armement et sa mobilité formaient une combinaison que peu de chars pouvaient égaler à l'époque. Les ingénieurs qui avaient conçu le S-35 survécurent à la guerre et formèrent le noyau de l'équipe qui restaura l'industrie de chars française après-guerre. Leur expérience influença la conception des chars français des décennies suivantes. L'AMX-13, l'AMX-30, le Leclerc, tous portent l'héritage du Saumua. Aujourd'hui, des Saumua S-35 survivants sont exposés dans des musées à travers le monde. Au musée des blindés de Saumur en France, un S-35 restauré en conditions de marche participe au défilé annuel de chars. À Bovington, en Angleterre, un autre S-35 témoigne de l'excellence de l'ingénierie française. Ces machines, avec leur blindage coulé distinctif et leur silhouette trapue, rappellent une époque où la qualité technique seule ne suffisait pas pour gagner les guerres. Elles rappellent aussi que le courage des équipages ne peut pas compenser l'incompétence du commandement. Les hommes qui conduisirent ces chars en combat méritent d'être honorés. Ils combattirent avec bravoure contre un ennemi supérieur en nombre et mieux coordonné. Ils prouvèrent que les chars français
pouvait battre n'importe quel panzer dans un combat loyal. Que la campagne se soit terminée en défaite n'était pas leur faute. Jean-Marie de Beaucorps, le jeune conducteur de 18 ans qui avait traversé la Belgique sous les acclamations des foules, survécut à la guerre. Dans une interview en 1985, il réfléchit sur son expérience. « Nous savions que nos chars étaient les meilleurs. Chaque fois que nous engagions l'ennemi, nous gagnions. Mais nous ne pouvions pas communiquer entre nous. Nous ne recevions pas le ravitaillement dont nous avions besoin. Nos généraux nous déplaçaient comme des pièces d'échecs, sans comprendre comment nous employer efficacement. Le S-35 n'a pas échoué. La France l'a fait. » Le lieutenant de Vandières, qui avait commandé le dernier escadron de S-35 à Dunkerque, ajouta « Si nous avions eu les radios, la logistique et la liberté tactique que les Allemands donnaient à leurs commandants de Panzer, nous aurions arrêté la Blitzkrieg à la frontière belge. Le SOMUA S-35 était capable d'arrêter n'importe quel char allemand. Nous avons juste manqué du système pour l'employer correctement. » Tableau. Conclusion. L'histoire du SOMUA S-35 est l'histoire de l'excellence technique gaspillée par l'incompétence stratégique. C'est l'histoire de tankistes courageux trahis par leur propre commandement. C'est l'histoire d'un char qui aurait pu changer le cours de la guerre s'il avait été employé correctement. Les mathématiques étaient claires. Blindage de 47 mm contre 30. Canon de 47 mm contre 37. Perforation à 1000 mètres contre perforation à 400 mètres. Dans chaque catégorie mesurable, le S-35 dominait les Panzers de 1940. Mais la guerre moderne n'est pas une compétition de spécifications techniques. C'est un test de système. Et le système français de 1940 était tragiquement obsolète. Radio insuffisante, logistique rigide, doctrine défensive, commandement centralisé. Tous ces facteurs transformèrent un avantage technique écrasant en défaite stratégique. Les Allemands qui combattirent les S-35 à Hanut ne les oublièrent jamais. Pour eux, ces chars français représentaient à la fois une menace terrible et une opportunité manquée. Une menace parce que techniquement, ils étaient presque imbattables. Une opportunité manquée parce que les Français ne surent pas les employer à leur plein potentiel. Quand les Panzers roulèrent vers Hanut en mai 1940, confiants dans leur supériorité, ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter un char qui pouvait les détruire avec une facilité choquante. Quand le premier S-35 ouvrit le feu et que le premier Panzer explosa, cette confiance s'évapora. À cet instant, les équipages allemands comprirent qu'ils n'affrontaient pas des chars polonais démodés ou des tankettes tchèques. Ils combattaient un des meilleurs chars moyens du monde, manœuvrés par des équipages compétents et courageux. Que les Français aient finalement perdu la campagne ne diminue pas cette vérité. Le SOMUA S-35 prouva qu'il pouvait déchirer n'importe quelle attaque de Panzers. Il prouva que le blindage français était impénétrable pour les canons allemands. Il prouva que les tankistes français étaient aussi braves et compétents que n'importe quel soldat au monde. Ce qu'il ne put pas prouver, c'était qu'un excellent char pouvait compenser une doctrine terrible, une logistique défaillante et un commandement incompétent. Aucun char, peu importe son excellence, ne pouvait accomplir cette impossibilité. Les Panzers s'étaient sentis invulnérables jusqu'à ce qu'un S-35 déchire leur attaque. Après Hanut, ils ne se sentirent plus jamais invulnérables. Ils avaient appris que la qualité comptait autant que la quantité. Ils avaient appris que le blindage français méritait le respect. Et ils avaient appris que sans une meilleure coordination et un meilleur soutien, même leur tactique supérieure pouvait être mise en échec. L'héritage du SOMUA S-35 transcende sa courte carrière dans l'armée française. Il représente ce que la France aurait pu accomplir si elle avait modernisé non seulement ses équipements, mais aussi sa doctrine. Il représente le courage de milliers de tankistes qui combattirent avec les meilleures armes et le pire commandement. Et il rappelle à chaque génération de soldats et de stratèges que la technologie seule ne gagne pas les guerres.
que le courage seul ne suffit pas. Que pour triompher dans la guerre moderne, vous avez besoin de l'excellence à tous les niveaux, de l'ingénierie à la stratégie, de la logistique à la doctrine. Le Saumur S-35 avait cette excellence au niveau technique. Ses concepteurs avaient créé un chef-d'œuvre de l'ingénierie blindée. Ses équipages le manœuvrèrent avec compétence et bravoure. Mais le système dans lequel il opérait était fondamentalement brisé, et aucun char, peu importe sa qualité, ne pouvait réparer un système brisé. C'est la leçon finale de Hanout. Les panzers allemands apprirent qu'ils n'étaient pas invulnérables. Mais les Français apprirent une leçon encore plus dure, que posséder le meilleur char du monde ne servait à rien sans le système pour l'employer correctement. C'était une leçon payée en sang français et en fierté brisée. Une leçon que la France n'oublierait jamais.